Bonjour ou rebonjour à tous. Bon, on va clôturer. Alors non, je ne sais pas s'il y a une table ronde après. Bon, en tout cas, moi, je clôture ce soir. Après, c'est terminé. Donc, on va encore parler d'IA générative, mais là, on va parler du côté très créatif. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé avant d'expérience utilisateur, comment le métier de journaliste aussi est impacté par l'IA. Et donc là, je suis ravie pour parler de ce sujet. J'ai 5 super intervenants. Donc, j'ai Sonia Kronlund, productrice de Les Pieds sur Terre. À côté, Marianne Lévy-Leblond, directrice de l'unité création numérique chez Arte. Christila Willer-Kahn, CEO de Elda Productions. Juste à côté, Mathieu Beauval, directeur accélération et innovation chez Radio France. Et enfin, David Defendi, président de Genario, une start-up. J'en dis pas plus, mais tu le diras très bien ce que vous faites tout à l'heure. Peut-être première petite question, je regarde alors peut-être côté Arte là, et Radio France. Quand est-ce que vous vous êtes mis là à utiliser vraiment de l'intelligence artificielle et peut-être quel a été aussi peut-être le premier projet. Ça va nous permettre de nous lancer concrètement dans ce que vous avez pu faire. Ah bah, moi, je suis pas Arte. Ok. Côté Arte, alors on parle d'utilisation d'outils d'intelligence artificielle générative à des fins de création. Nous, on voit l'intérêt des créateurs pour ces outils-là depuis déjà, en fait, depuis l'émergence et l'accès public à un certain nombre de ces outils. Ça fait quelques années. Je crois que le premier projet qui nous a été proposé, les premières discussions qu'on a eues, c'était début 2023. Et en ce qui concerne Prompt, qui est le premier projet qui voit le jour en termes de publication de ce type-là, du côté de mon équipe, on a commencé à en parler il y a 2023, fin 2023, je crois, en septembre. Et donc, qu'est-ce que Prompt? Alors, mentionne un petit peu, peut-être Christila a expliqué ce projet que donc, vous avez monté à deux. Enfin, pas que à deux, mais... Non, il y a un auteur en fait. Il y a un auteur derrière qui n'est pas là, que je représente comme je peux, qui s'appelle Jocelyn Collage, qui est un illustrateur, colleur, graphiste, illustrateur, qui m'a envoyé... alors nous, on s'intéressait... Moi, je produis des films documentaires notamment, et qui m'avait envoyé un espèce de des petits essais, on ne se connaissait pas très bien, où il dit j'ai eu un espèce de vertige, je la fais courte, mais un petit vertige quand j'ai vu tous ces outils arriver. Moi, dans mon métier, je me suis dit, ils vont faire beaucoup mieux que moi. Et donc, après avoir procrastiné et être déprimé, il s'est dit, je vais m'attaquer à eux. Et il a commencé à les challenger, ça, ce sont ses termes. Il dit, de ce vertige, j'ai réalisé qu'en fait, ces outils étaient hyper inspirants. L'IA était inspirante comme outil de création et non pas comme sujet d'exploration. Donc il a commencé, ce qu'il m'a envoyé au début, il a commencé à demander à Louis XIV au concert des Sex Pistols, je sais pas, à Mélenchon sur un bateau de Bolloré en train de fumer les Havanes, enfin, juste parce que c'est un illustrateur au départ, donc le collage. Et ça l'intéressait en fait au niveau visuel. Et puis petit à petit, il est passé à chat et il dit je vais aller lui poser des questions. Et chemin faisant, au bout de quelques mois, son idée était de poser des questions un peu foutraques du quotidien, genre conversationnel, quoi. À quelle heure part mon train? Où est-ce que je pars en vacances? J'arrive pas à dormir. Et petit à petit, il a commencé, alors d'abord pour avoir une inspiration visuelle, parce que son cerveau est comme ça. Et puis après, il va sur chat. Alors, il a essayé chat gratos, ensuite 2, le 3, le 4. Il a une préférence pour le 3 qu'il trouve bien plus barré. Et puis après, au fur et à mesure, donc on a discuté avec Marianne, on était sur un pilote qui était à quelle heure part mon train. Et là où il avait des déceptions, mais qui étaient des déceptions inspirantes au niveau de la créativité, c'est que quand il a dit à quelle heure part mon train, salut chat, à quelle heure part mon train, parce qu'il moi il me dit toujours qu'il faut malmener chat. Il faut lui parler mal parfois parce que sinon il a des trucs un peu neuneux et tout est assez formalisé. Donc, à quelle heure part mon train? D'abord, il y a la définition de ce que c'est que l'heure, la définition de ce que c'est que le temps, le train, enfin tout ça, il est un peu lent, ça l'embêtait un peu. Et donc, il pousse dans les retranchements jusqu'au maximum. Mais sans lui, il n'y a rien, en fait. Donc, c'est vraiment son univers, même visuellement. Il est dans un truc un peu vintage, un peu Philippe Cadic parfois. Enfin, c'est sa vision du monde, c'est ça qui était intéressante. Et voilà, donc un coup de mid-journée, un coup de chat, et après un autre co-auteur qui s'appelle Romain Georges-Forêt qui remet un peu correctement la syntaxe pour que ça fasse un peu fiction. Et donc c'est devenu une série, on a d'abord été en développement,
parce qu'on était, à cette époque-là, il y avait moins d'outils qu'aujourd'hui. En 2023, c'est allé hyper vite. Et ne serait-ce que parce qu'il retravaille sur Photoshop quand il fait des collages, quand même. Et il y a un peu de stop motion, mais après il y a eu Runaway qui est arrivé, qui permet un peu plus d'animation. Donc au fur et à mesure, il s'est habitué à ça. Et puis au début, dans ces collages, quand certains personnages parlaient, la bouche elle est complètement distendue, les mains sont toujours énormes. Enfin, tout ça a progressé, quoi. Bon, on va peut-être regarder en image que ça donne. Je crois qu'on avait un petit making-of. Oui, comme ça on rencontre... Je dis, tiens, si on utilisait des IA pour se moquer des IA elles-mêmes. Donc j'ai préféré m'amuser avec et créer avec et puis sortir toutes les idées un peu farfelues que j'ai en tête. Cher somnambule du 92, laisse-moi t'ouvrir les portes des mystères qui entourent tes nuits tourmentées. Le sommeil est une danse magique orchestrée par Petit 1, le gardien des rêves. Petit 2, le marchand de sable. Et surtout Petit 3, les somnisaires. Je m'appelle Jocelyn, je suis illustrateur en presse écrite et dans l'édition. Et depuis que j'ai rencontré les intelligences artificielles génératives, ma vie a changé. Au niveau créatif, oui, ça a été une petite révolution. Et depuis cette rencontre, j'ai créé Prompt et Romain est venu me prêter main forte pour y injecter de la vanne. Je suis co-auteur pour Prompt. Habituellement, j'aide les humoristes à trouver des blagues pour leur spectacle ou pour leur chronique radio et télé. Prompt, c'est donc un programme qui a été imaginé par Jocelyn et c'est donc une intelligence artificielle fictive à laquelle on pose une question spécifique à chaque épisode et qui répond de façon assez décalée. Né dans un bidonville au sud du monde, le Père Noël s'appelait en réalité Hernando Reguerava. Adolescent déjà, il était révolté par les injustices sociales. Il s'engagea alors dans la résistance contre le pouvoir répressif qui sévissait. Je pense que le but du programme, c'est pas de critiquer ou de juger les intelligences artificielles, ni de les encenser, mais c'est plutôt essayer de créer quelque chose d'artistique, de créatif autour de ces nouveaux outils. C'est l'occasion pour créer de chez soi des choses un peu ovniesques et de pousser dans ces retranchements, ces IA qui s'améliorent au niveau technique de jour en jour. Chaque jour, un soleil, aussi éclatant qu'une orange pressée, éclabousse ce lastron de son jus argenté. Dès que tu poseras le pied sur cette île enchantée, tu seras accueilli par le doux chant des oiseaux et le balancement gracieux des palmiers au rythme de la brise. Au début, j'ai eu très peur de Midjourney. Au début, je voulais même pas en entendre parler, même pas voir les images, parce que moi, en tant qu'illustrateur, ne sachant pas vraiment dessiner, j'ai essayé de faire des collages avec Photoshop, notamment, en récupérant des vieilles photos dans les greniers, en les détournant, les colorisant, en prenant des photos avec mes appareils photo, et faire des illustrations, des photomontages au service de l'édition et de la presse écrite. Et donc, je me suis rendu compte, en découvrant Midjourney, qu'il avait exactement la même méthode que moi, qu'il utilisait plein d'images qui ont été créées à travers les siècles, depuis très longtemps. Et toutes ces images, il les mettait à sa sauce, il les déformait, et j'allais voir tout le monde très déprimé, très dépité, en disant « Bon ben voilà, c'est la fin de mon métier, Midjourney fait ça mieux que moi même. » Voilà. Et donc je me suis décidé à aller voir Midjourney, comment ça marchait. Et là, ça a été un vertige, quoi. Je ne pouvais plus m'arrêter. C'est un making-of qui dure une quinzaine de minutes qu'on a publié en même pas temps. Dit. D'accord. Qu'on a publié en même temps que les épisodes de la série et qui permet, et il y en a besoin, nous on en est convaincus, de pouvoir faire comprendre au public ce que c'est que la création avec ces outils-là, en tout cas en ce moment. Ne pas oublier que ce sont des outils utilisés par des auteurs et que leur utilisation est en soi une technique. Et il raconte assez précisément comment il s'y prend, comment ils s'y prennent. Et ça paraît vraiment important à souligner en ce moment pour peut-être pas laisser des fantasmes de magie se déployer trop.
Le débat qu'on a, oui. Sonia, alors, vous, qu'est-ce que vous avez fait du coup avec les pieds sur terre? Vous avez carrément, alors est-ce que je peux dire, vous avez généré carrément de A à Z une émission? Oui, enfin, on a même créé une intelligence artificielle qui peut fabriquer automatiquement autant de pieds sur terre que vous voulez. Alors techniquement, Mathieu va vous expliquer comment on a fait. Moi, je ne sais pas exactement comment on a fait. Je sais qu'on n'a donné aucune idée. Donc moi, j'ai eu cette idée comme ça à un moment donné. Tiens, on va essayer de savoir ce que... En fait, d'abord, si on peut y arriver, fabriquer in extenso sans aucun auteur, à la différence de vous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'auteur. Il y a juste, on va faire rentrer les 6000 pieds sur terre qu'on a fait. Donc, pieds sur terre, c'est l'émission de documentaire sans commentaire tous les jours qui dure une demi-heure. Donc, on a fait entrer les 6000 pieds sur terre dans la machine. Mathieu va vous expliquer comment. Et à partir de là, on a généré des titres, on a généré des scripts, on a cloné des voix. Et on obtient un générateur automatique de pieds sur terre. Voilà. Et ce qui m'intéresse, c'est le résultat m'intéresse, mais c'est surtout qu'est-ce que ça va m'apprendre sur mon métier. Qu'est-ce que ça va m'apprendre sur mes tics. Et finalement, ces pieds sur terre générés automatiquement sont un miroir de tous nos tics, de tous nos automatismes, de tous nos défauts. Et ça va nous encourager à faire autre chose que ce qu'on fait d'habitude. Et ça va poser 1000 questions, à la fois sur le journalisme, sur la relation de confiance qu'on a avec nos auditeurs. Parce que vraiment, on va les diffuser bientôt, vous pourrez entendre, il n'y a pas grande différence entre ce qu'on fabrique tous les jours depuis 22 ans et ce qui est produit par l'IA. Donc, qu'est-ce que c'est la différence? La différence, c'est la relation de confiance que j'ai avec mes auditeurs. C'est un pacte, en fait, avec eux, que je dois, maintenant que je sais ça, renforcer encore davantage. Et le pacte, c'est un pacte de vérité, un pacte de réalité. C'est-à-dire, ce que je vous fais écouter, c'est vrai, c'est réel. Et ça, parce que rien ne permet, en dehors de cette espèce de confiance qu'il faut soigner, de faire véritablement la différence entre les histoires que vous entendrez et les pieds sur terre qu'on fait chaque jour. Mathieu, tu peux nous expliquer comment on a fait? En fait, tu es hyper forte en technique, j'ai rien à dire. Ah non, pas du tout, je ne sais pas comment. Mais... Il n'y a rien qui peut se faire sans des rencontres avec des créatrices et des créateurs comme Sonia. C'est-à-dire que Sonia a cette idée, l'exécution technique de tout ça, elle ne peut exister, elle n'est motivée que parce que quelqu'un a envie de mettre les mains sous le capot en se disant, tiens, on va aller questionner quelque chose qu'on n'a pas encore fait. Ça, c'est exactement le boulot qu'on a la chance de pouvoir faire à Radio France avec des gens tels que Sonia. Comment ça marche derrière? C'est simple, on vous parle de RAG depuis tout à l'heure. On parle de RAG pour les journalistes. On prend 6000 épisodes des Pieds sur Terre qui sont vectorisés, analysés. On en tire des temps forts, des biais d'écriture, des patterns qui se répètent. Et ces patterns répétitifs deviennent la carte d'identité de la manière dont une machine peut, in fine, reproduire ce que sont des pieds sur terre, dans la manière de considérer le sujet, de le raconter, de l'appréhender, d'avoir un mode de récit, une narration. L'IA, elle est hyper forte pour ça. Elle est capable d'être totalement hyper stricte avec ça, parce qu'elle ne va pas essayer de déraper. Pourquoi? Parce que c'est celle qui a été entraînée avec le contenu de Sonia, et juste le contenu de Sonia. Le contenu des années et des années du travail des productrices et producteurs, des ingénieurs du son, de la manière de capter le son, de la manière dont le son a aussi une relation avec la narration. Une fois qu'on a tout ça, on fait passer du générateur de voix de synthèse pour aller jusqu'au bout du principe, et parce que les pieds dans la synthèse de Sonia, il faut que ça soit jusqu'au bout. Donc il y a tout un travail de réalisation avec la voix et l'audio, de manière à ce que cette technique-là soit au service d'une intention qui est celle de Sonia, de dire, OK, ça c'est la synthèse, ça c'est la réalité. Maintenant, parlons ensemble de ce qui fait la différence de tout ça. Et c'est vrai que le projet Zinzin, il ne peut exister que parce qu'il y a des gens qui ont envie de jouer avec nous. Sinon, ça ne marche pas. Alors, chez Génario, est-ce que c'est la contraction de générer et scénario ou pas? Est-ce qu'on n'est pas loin ou pas? Par hasard, en fait. Parce qu'on a fait ça, on a construit le mot en 2018. Donc c'était bien avant tout ça, et c'était une blague avec mon ingénieur. Il voulait parler de génération de scénarios. C'était une soirée et il a contracté ça. On a rigolé. Et le mot scénario est venu de cette blague. Mais ce que je voulais revenir sur le début, c'est que c'est assez vertigineux et c'est une des premières fois où on est dans un panel, on parle de créativité et on voit les vertiges des créateurs qui vont s'emparer de l'outil et qui vont jouer comme des enfants jouent avec des jouets. Et ça va arriver très très vite, c'est 2025, ça va être la vidéo
et ça va être vertigineux. Et c'est assez agréable, en fait, de voir ces yeux qui brillent, en fait. Et nous, à Génario, c'est venu comme ça. Moi, je suis créateur, je suis scénariste et romancier. Et les mathématiques, la science, la technologie m'a toujours intéressé. La caméra, en tant que telle, c'est un outil de jeu magnifique. Et on fait le cinéma. Et les gens de l'opéra hurlaient, les gens du théâtre hurlaient à l'époque parce que Alice Guy faisait du cinéma. Et les gens de l'opéra disaient « Mais tu es en train de détruire nos boulots, c'est pas possible ». Non. Et donc, c'est pareil pour l'imprimerie. Je pense qu'on vit une époque où l'IA va bouleverser vraiment la création, au sens magnifique du terme. On peut se concentrer sur les problèmes, c'est clair, et on peut, et il faut, les droits d'auteur, et on a signé des accords de droits d'auteur avec la SACD, il y a des vrais problèmes là-dessus, et il faut en parler, mais il faut aussi beaucoup qu'on soit comme ça et qu'on parle de créativité, ça fait du bien. Et l'IA peut être un outil, un instrument de musique, comme la guitare électrique ou l'invention du piano. Enfin, ça peut être assez magnifique. Et vous pouvez donner des exemples un peu de ce que vous avez fait récemment ou pas? Ouais, bah nous on travaille avec tous les acteurs de l'industrie, donc ça va du scénariste, ça va du romancier au scénariste, au producteur, au distributeur, aux chaînes de télé. Et il y a peut-être une personne qui moi c'est pas m'a bouleversé, mais m'a vertigineux. C'est peut-être le plus grand scénariste qu'on ait, c'est Thomas Bidguin, qui est le plus grand scénariste d'Emilia Pérez, qui est un copain et à qui on travaille beaucoup en fait, et j'espère qu'il aura les Oscars si les Oscars se font à Hollywood là bientôt. Et il me dit en fait. Il met ses traumas, il utilise dans le scénario et il met son âme. Pour qu'il y ait de l'âme, il met son âme et il n'a pas peur. Et il échange avec une IA, mais il va mettre tout ce qu'il a comme scénario, tout ce qu'il aime, tout ce qu'il a vécu dans son enfance, ses traumas, ses choses. Et il a une approche, un peu comme vous avez fait, vous n'avez pas eu peur des choses, et vous avez tout mis dans un data, vous avez fait le RAG, bon, on ne va pas rentrer dans les trucs techniques. Bah, lui, il le fait. Et je trouve que ça apporte non seulement au niveau artistique des choses intéressantes, mais aussi apprendre sur soi. Parce que c'est pas seulement on apprend sur soi aussi. Et je pense que l'IA, elle va nous apprendre sur nous. Alors elle est peut-être plus intelligente que nous, tant mieux pour elle. Si j'ai des enfants plus intelligents que moi, je vais pas essayer de les réguler et puis de les empêcher. Je vais pas faire le parent toxique. Si mon gamin est plus intelligent que moi, ben, je vais être content et je vais pas essayer de protéger. Je vais l'encourager. Et l'IA, c'est notre enfant. Si elle est plus intelligente que nous, plus créatrice, ben, tant mieux. Et c'est cool pour nous. Elle va pas être là pour nous détruire. Enfin, en fait, nous, on est arrivé un peu à la conclusion inverse. C'est-à-dire qu'en fait, en produisant nos pieds sur terre automatisés, impeccables, etc., ça nous permet de définir ce que c'est la créativité, bah oui. Et que l'IA ne fait pas de création sonore de type documentaire. On est dans un tout petit champ qui s'appelle le documentaire, qui n'est pas la fiction, hein, mais justement que le documentaire et le réel, en fait, l'IA ne va pas en produire. L'IA ne produira que de la fiction. On en reparlera dans quelques mois, hein, dans quelques années. Ce que je veux dire, c'est que ça nous oblige à réfléchir à notre travail et ce qui fait la différence entre notre travail et celui qui est produit par l'IA. Et c'est ça qui, moi, m'a intéressée. Non, mais c'est toujours un échange. L'IA toute seule n'existe pas. C'est nous. Non, mais à aucun moment, j'imaginerais une seconde fabriquer on va le diffuser, hein, mais un pied sur terre avec de l'IA, en fait. C'est justement pour montrer que ça ne marche pas que je l'ai fait. Vous allez être surpris parce que vous allez entendre. Ouais, alors là, je suis surpris. Mais ce qui est marrant, c'est que, par exemple, si vous demandez la fin d'un autre auteur qui me parlait de la fin d'un texte, si l'IA sort la fin, lui, il ne fera pas cette fin-là. Mais c'est de la fiction. Non, mais en fiction. Quand vous demandez à une IA de vous fournir la fin de votre scénario, et que l'IA vous dit ils doivent tomber amoureux, lui, justement, si l'IA dit ça, il le fera le contraire. Mais c'est l'IA aussi qui lui a permis de faire le contraire de ce que dit l'IA. Et vous, ça va vous faire évoluer dans votre travail. Et c'est pas que l'IA n'est pas créatrice, c'est que vous êtes créatrice avec une IA. Il n'y a pas l'IA et l'homme côte à côte. C'est juste le rapport avec la réalité. Encore une fois, nous, on fait du documentaire, hein, c'est-à-dire qu'on documente le réel. Donc nous, on a un paramètre qui s'appelle vérité et qui s'appelle réel, qui est vraiment des questions aussi qui sont des questions journalistiques. Et donc c'est ce paramètre-là, en fait, sur lequel il faut réfléchir. Qu'est-ce que c'est qu'une émission, un reportage, un documentaire qui est réel? Qu'est-ce que c'est que ce réel, en fait? Qu'est-ce qui vous permet de faire la différence entre ce qui est produit par l'IA et ce qui est réel? Ah oui, nous, c'est de la fiction, donc c'est différent. Voilà, c'est pour ça je comprends. Moi, je trouve que dans l'entre-deux, pour avoir passé 1 an et demi là, avec l'évolution de ces outils, faut vraiment le garder comme un outil de création, parce que l'humain est un donneur d'ordre. Donc selon la question qu'on pose, là, quand on parlait, je me dis c'est un peu les cut-up de William Burroughs, en fait. Ils prennent tous les pieds sur terre, et puis après, ils vont te mettre des bandes, et puis ça crée une autre histoire. Mais ça existe depuis la nuit des temps. Donc moi, je crois pas que l'IA seule puisse être... en tout cas, Chat, je le trouve pas créatif.
je trouve très normé. Mid-journée peut être créatif, mais il est créatif parce que c'est en interaction. Et que... Ouais, mais c'est les humains qui ont limité l'IA. C'est pas l'IA. Si vous essayez l'IA libre, sans aucune censure et sans aucun problème, vous pouvez créer des choses de dingue. Et c'est les informaticiens d'OpenAI qui ont limité l'IA et qui l'ont censuré, qui l'ont. Ouais, alors je parle pas trop je parle pas de limite. Je dis juste qu'en tout cas, alors c'est peut-être parce que je suis un peu focus dans le métier que je fais, mais la question du point de vue, en tout cas, et de la vision est quand même assez importante. Je suis assez touchée dans ce que tu dis sur Thomas Bidegain pour voir les scénarios qu'il écrit. Forcément, n'importe quel auteur, s'il y met un peu de lui-même, ben, ça génère une part d'émotion. Donc c'est ça qui me prend en compte. Donc ça reste, pour moi, vraiment un outil de création. Ouais, bien sûr, non, mais ça, je suis d'accord. Hein. Ça ne va pas remplacer l'humain, ça ne va pas créer mieux que nous. C'est toujours l'humain qui sera là. Mais après, quand je dis qu'elle est plus créative que nous et tout ça... ah oui, je me suis c'est peut-être ça qui fait malentendu. Oui, c'est ça, il faut pas jouer non, sur d'accord, pardon. Ok, je ne vais pas aller sur ce terrain-là. Non, l'humain est là et l'humain est au centre de l'univers, la Terre aussi. Et on va rester comme ça. Hein, vous inquiétez pas. Copernic est faux. Galilée, on va le brûler. Ne vous inquiétez pas. Hein. Pour préciser quelque chose sur le générateur des pieds sur Terre, il ne peut pas marcher sans intervention humaine. C'est-à-dire qu'il faut quand même questionner le générateur et que derrière, Sonia ait une interaction avec le générateur pour obtenir ce que tu veux. C'est pas une machine qui autogénère des choses. Oui, on est obligé d'appuyer sur le bouton, mais on ne lui a pas donné d'idée. Exactement. On ne lui a pas dit « je veux un pied sur terre sur tel thème ». Ce qui nous a intéressé, c'est de limiter justement au maximum. Tu vois, c'est une démarche un peu plus retorse, de limiter au maximum l'intervention, l'ordre, la demande, etc. Et de savoir comment on pouvait aller le plus loin possible dans la production complètement autonome de contenu, si ce n'est qu'il a absorbé tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et donc, il recrache un truc qui est le miroir de tous nos défauts, tout simplement. C'est impeccable, mais c'est juste une caricature impeccable de nous-mêmes. Et donc, moi, ça me dit, bah, tiens, il faut que j'arrête de faire ça, il faut que j'arrête de faire ça. En fait, c'est l'idée de cet auteur qui s'appelle Damasio, vous savez, qui a fait fabriquer un livre. Il a demandé à une IA de faire un livre à la manière de Damasio. Damasio, ouais. Et donc, il a vu tous les défauts de ce qu'il faisait, en fait. Et donc, nous, en fait, c'est un peu cette idée-là, en tout cas, qui me permet d'y réfléchir et d'imaginer des nouvelles formes toute seule. Là je rebondis sur l'évocation de Damasia. Ça a été développé comme un événement spectacle par l'atelier de recherche d'Arte. Ça a été présenté à la Gaîté Lyrique et c'est repris dans un magazine sur l'IA qui va démarrer au printemps sur Arte, qui s'appelle Fantasia et qui a pour vocation d'aller à la rencontre de créations et de créateurs, faire un travail de curation de différents usages, différentes manières de s'emparer de ces outils dans tous les champs de création. Parce que là, on parle... son radio, audiovisuel, mais il y a la musique, il y a du spectacle vivant, il y a plein de champs sur lesquels toutes ces interactions produisent des choses. Et pour l'instant, on voit bien que les démarches sont des démarches prototypales qui posent des questions à la fois sur les outils et leurs biais et leurs limites, et aussi sur la nature des interactions que les auteurs entretiennent avec ces outils. Moi, j'ai été assez fascinée des process auxquels on a assisté le long de la fabrication de prompts, où on oscillait entre ce que Christine a décrit de Jocelyn lançant l'outil, se rendant compte que ce qui revenait n'était pas spontanément forcément super intéressant, des moments où, à l'inverse, on a essayé de contrôler. Et là, c'était pas non plus, ça trouvait ses limites très vite aussi. Et donc, il y avait un entre-deux qui lui-même est dépendant de l'état des outils au moment où on les a utilisés. Donc, je suis prête à parier que la même démarche, dans 1 ou 2 ans, produirait autre chose. Oui, et puis en plus, dans Prompt, il y a aussi il y a un usager, enfin cet ordinateur et les discussions qu'on avait au début, c'est quelle est la place de l'usager. Et le premier épisode après le prototype, quand il a essayé d'en faire un, l'usager prenait trop de place. Et en fait, il ne nous intéresse pas, l'usager, puisque c'est nous, derrière l'écran. Donc il faut laisser Prompt se déployer dans tout son univers et tout ça. Après, tu parlais du son. Pour Prompt, c'était vraiment important. La voix IA qu'il a prise sur Flickr, elle s'appelle Denise. Mais il fallait trouver la voix monocorde. Et ce qui est rigolo, c'est que j'ai fait des versions anglaises. Et en fait, dans ce qu'on a trouvé dans des versions anglaises, c'est une voix beaucoup plus autoritaire. Et c'est pas du tout la même histoire en fait qu'il nous raconte. Il y a un autre rapport. Et le son, ça c'est un truc qu'on peut vraiment faire évoluer les choses
L'image, elle reste dans sa vision, mais le son et le ton, comme pour un documentaire, ça change la donne, quoi. Ça, on n'est pas encore au bon niveau, Mathieu. Niveau, c'est un des gros enjeux ouais. pour le travail que réalise Sonia, justement, c'est le son. Ça nous oblige à faire des choses. Pardon ? Non, mais c'est du son, c'est que du son, quoi. Ouais, et c'est là où on voit vite certaines limites. Tout à l'heure, on a vu des démos de ce qui a été fait avec Sora, de ce que vous avez fait avec Prompt, Midjourney, etc., etc. On voit que ça, c'est plutôt mature. Sur le son, ça nous oblige à redécouper énormément. Ça nous oblige à avoir des quantités d'entraînement qui ne sont pas les mêmes. On s'aperçoit que les voix françaises sont effectivement avec une nature complètement différente. Et un des grands enjeux du travail, notamment technique et technologique pour Sonia, c'est ça, c'est le son aujourd'hui. Et le rapport à la réalité, ça va aussi passer par ça. Ouais, mais ce qui est marrant, c'est quand même qu'il arrive, enfin les voix qu'on a faites, elle arrive à faire des petites hésitations pour rendre les choses bien réelles, mettre des E là où il faut. Mais alors, du coup, une des dernières qu'on a faites, met des E toutes les 5 minutes. Donc c'est agaçant. Et voilà, donc il faut qu'on perfectionne. Puis les voix de Flicky font toutes les liaisons. Ah oui. Ouais. En langue française, en tout cas. C'est... Et c'est marrant ce que vous avez tout à l'heure parlé, notamment, on parle, quand il y a une nouvelle technologie qui arrive, tout de suite on dit ça va détruire des emplois, etc. Ça en crée toujours dans tous les cas. Mais ça va en détruire. Est-ce que ça va en détruire oui, ça va en détruire, évidemment. C'est obligatoire. C'est une telle révolution, c'est l'équivalent de la révolution industrielle, ce qui arrive avec l'IA, mais c'est une révolution cognitive. Et au niveau cognitif, évidemment, il y a beaucoup de métiers qui vont gagner, mais il y a beaucoup de métiers qui vont perdre. Comme quoi ? C'est difficile à faire de la prospective là-dessus. Mais par exemple, on pense spontanément au métier de doubleur. Spontanément au doubleur, il y a eu des tests qui sont faits là-dessus, et à Hollywood, ils faisaient Brad Pitt parler français, espagnol, allemand et tout ça, les choses, et les gens sont sortis du cinéma, et évidemment, ils ne voulaient plus de doublage. Est-ce que c'est ça comme l'orchestre dans le cinéma muet, par exemple, qui a été remplacé par l'arrivée du parlant. Et chaque technologie du cinéma a fait des destructions d'emplois. L'arrivée du cinéma a détruit les emplois dans l'opéra et dans les théâtres. L'arrivée du parlant a détruit les orchestres. L'arrivée de la couleur. Après, en fait, le cinéma est fondé sur la technologie. La télé est fondée sur la technologie. Et chaque fois, il y a les monteurs, par exemple, qui se coupaient à la main dans le montage. Et on les a vus être... Alors, après, il ne faut pas voir... il faut jamais penser statique. Un monteur qui découpait au ciseau, il a été formé, après, à faire des outils avec l'humain. Et il faut penser formation. Et je pense que la formation, c'est une des clés pour accompagner ce changement. Il faut que les IA payent aux auteurs parce qu'elles ont payé. Il faut faire de la formation pour que les métiers se transforment et pour que ça se passe bien. Il ne faut pas que ça détruise le tissu social et la société. Ça, c'est hyper important parce qu'elles sont très puissantes. Et quand on voit Musk qui arrive avec Elon Musk, qui ça aussi va poser un énorme problème. Avec TikTok. Non, c'est ça. Non, c'est tout pour l'IA. Ils vont déréguler. Eux, ils vont déréguler l'IA beaucoup. Et ça, c'est aussi un problème pour nous, Européens, qui respectons les droits d'auteur et qui sont là-dedans. Comment on va se défendre face à ça ? Parce que ça va être hyper agressif et très très violent, ce qui arrive. Et donc, par exemple, Hollywood, pour eux, c'est woke, et pour eux, ils veulent le détruire. Et c'est clair et net. Pour Trump et Musk, ils l'ont dit, ils vont le faire, ils veulent détruire Hollywood. Et les incendies ont commencé, ce qu'eux veulent terminer, disaient des commentateurs républicains. Et c'est assez gravissime, en fait, ce qui peut arriver. Donc, on ne pourra pas interdire, mais il va y avoir de la destruction. Après, je ne veux pas faire peur, il va aussi y avoir beaucoup de créativité, beaucoup de films, beaucoup de contenu, beaucoup de choses bien, mais c'est pas super. C'est pas uniquement super, quoi. Il va y avoir beaucoup de choses bien, il va y avoir beaucoup de choses pas bien. Dans le bien, alors, si on parle dans le bien, quand même. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, ces surgissements de technologies, t'évoquais le montage numérique, ça a réellement changé le métier des monteurs, mais pas au sens où ça l'a automatisé. Mais en revanche, ça a affecté l'écriture des films, puisque tout d'un coup, ça devenait gérable de travailler sur 50 heures de rush plutôt que 2 heures, avec le passage au numérique de manière globale. Ça change les écritures, mais ça les change de manière indirecte et de manière un peu plus subtile que juste tout d'un coup on a du mid-journée partout, quoi. Exactement, parce que si le humain repère, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le chat GPT, on lit, quoi. Enfin, on regarde, on a un œil acéré, et donc le spectateur, il s'habitue. Et ça, pour les acteurs, par exemple, les acteurs ont peur là-dessus. Les IA sont meilleurs que les joueurs d'échecs depuis très longtemps, mais on regarde les championnats du monde d'échecs, d'humains. Et les cinémas ne vont pas disparaître. On fait de l'animation depuis 100 ans. Enfin, je veux dire, il ne faut pas croire que les acteurs vont disparaître. Donc c'est très difficile de se dire qu'est-ce qui va être détruit. C'est difficile d'anticiper. On a des hypothèses. On ne sait pas trop, en fait.
ce qui va être construit aussi. On ne sait pas trop comment le cinéma va évoluer, comment les séries. Nous, on se lance là-dedans, un scénario, vraiment, parce qu'on a envie d'y aller comme, pas seulement comme, en tant qu'outil, mais aussi pour accompagner le cinéma. J'ai beaucoup de réalisateurs IA, j'ai beaucoup de gens qui ne viennent pas du cinéma, qui ne viennent pas du sérail, et qui m'apportent une vision très très différente que moi j'ai du cinéma et des séries. Dans les séries, j'étais 15 ans dedans, Arte, Canal+, voilà, je tournais dedans. Et eux, les jeunes, ils n'ont pas la même vision. Il y avait un intervenant juste avant qui disait qu'il avait pris un coup de vieux à Noël. Moi, je prends des coups de vieux tous les jours avec les utilisateurs de Génario qui ont 20 ans, 22 ans, et qui font des trucs, et j'aurais jamais imaginé le faire. Parce que j'ai des pratiques habituelles d'un scénariste classique. Et je pense qu'arrive une génération qui vont s'emparer des outils et qui vont apporter une créativité très très différente de ce qu'on avait pris, mais qui est super. Et nous, on va faire les vieux cons, oh, mais c'était mieux avant, puis on va voter Zemmour en parlant du grand remplacement. Voilà, on sera tous là. Ça escalade très vite. C'est ça. En fait, je pense que ce que tu dis, c'est ça, c'est l'idée de la formation, mais il y a la jeune génération, enfin, c'est de savoir les utiliser, en fait. C'est comment les utiliser. Il y a une question. Alors forcément, en France, évidemment, il y a une question de droit d'auteur à juste titre et d'éthique, mais on va apprendre petit à petit à les utiliser. Moi, venant du documentaire, quand j'ai un auteur, enfin là, je travaille sur un autre film qui est un truc d'histoire, c'est 19e, on n'a pas d'image filmée, il me dit je peux utiliser de l'intelligence artificielle. Pour moi, c'est un vrai sujet, parce que, alors déjà, il y a la responsabilité des diffuseurs, enfin, du circuit de diffusion, distribution, parce qu'il faut bien le signaler quelque part. En documentaire, on n'a pas forcément à avoir des poinçons tout le temps à l'image en disant fabriquer avec. Et puis il y a un truc de réalité, quoi. Si demain je mets Thomas Jefferson en couleur avec, je sais pas, un discours, pas la déclaration d'indépendance, mais un discours contemporain, peut-être que le gamin de 12 ans, il va penser qu'il est en 2024, quoi. Donc moi je trouve que toutes ces questions-là, au-delà des métiers, elles sont passionnantes en France, de responsabilité, de droit d'auteur, d'éthique, de pacte, comme disait Sonia, avec les spectateurs, et de ne pas se tromper, surtout quand on est en documentaire. Après, dans les métiers, il y en a qui disparaissent et puis il y en a qui s'inventent. Jocelyn, il disait, moi, j'ai vécu mon expérience comme avec Photoshop. J'ai vu Photoshop arriver et j'ai flippé. Je me suis dit, ah merde, du coup, ils vont plus avoir besoin de moi, je vais plus avoir de boulot et tout ça. Et puis, en fait, il a... Mais c'est ça, mais je trouve qu'il y a un écosystème en France qui est assez sain. L'écosystème est bon. Alors évidemment, vous avez sorti Prompt, il y a eu le petit scandale avec Pascal Regard et puis la SACD et tout ça. Il m'avait appelé le matin en me disant, mais il faut que tu prennes position. Mais ça va passer. On l'a payé pour lancer la promo. En fait. Non, mais je veux dire, il y a en France, je trouve que, contrairement à d'autres pays ou aux États-Unis, on peut en parler aux États-Unis, ce qui se passe, c'est qu'en France, il y a plutôt un écosystème sain. Il y a plutôt des gens qui ont envie de travailler ensemble, qui sont prudents, qui vont respecter le droit d'auteur, mais qui sont très créatifs. Et je pense qu'il faut préserver ça. Et il ne faut pas parler révolution, toujours révolutionner, vouloir tout révolutionner en permanence. Faire attention avec ça. Il faut préserver un système français, il faut que l'IA renforce un système français d'exception culturelle. Et ça, il faut se battre pour ça. Il ne faut pas dire « Ah, il faut tout remettre en cause parce que l'IA arrive ». Surtout pas. Il faut rester très prudent et se dire qu'on a des atouts en France qui sont exceptionnels et qui ne sont pas dans tous les pays. Il faut préserver notre modèle en accueillant l'IA et en essayant d'y trouver notre intérêt. Et pareil pour les destructions d'emplois, il faut faire attention. Oui, mais alors, tu vois, moi je vois depuis un an tous les quelques manifestations qui ont eu lieu sur l'IA, des débats, des panels, des tables rondes. Je pense qu'il y a même pas 10%, à chaque fois il y avait des créateurs. Ah mais c'est clair, mais grave. Alors que si on n'a pas un auteur ou un créateur, on ne peut pas en parler de l'IA. Je suis content d'être là, c'est pour ça que je suis heureux d'être là pour une fois, mais je suis invité à tous les trucs, et c'est toujours l'horreur, l'enfer, et là au moins, un peu de créativité, mais ça change quand même. Ça évolue. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi, par contre. Mais je ne sais même pas si c'est sain ou malsain. En tout cas, tout prend un petit peu de temps, on a besoin d'éprouver. Prompt, il y a des épisodes qui ne fonctionnaient pas. Et pourtant, on s'est acharné pendant presque 3 semaines. Comment faire rire mes amis, par exemple. Je pense qu'on ne l'avait même pas envoyé, je crois, à Marianne. Et vraiment, puis moi, je suis têtue comme une mule, donc je me disais, on va y arriver. Et en fait, ça ne marche pas parce que faire rire mes amis, il y a un truc de l'émotion, de l'usager, Prompt, il ne comprend rien là-dessus. Enfin, c'était hyper difficile. Il a voulu faire un truc sur la mode, pareil, ça pullule. Il faut que tu fasses lire les emails de tous tes amis, les textos de tous tes amis à l'IA, faire un rack comme ils ont fait. Et là, peut-être que l'IA pourra sortir des trucs d'humour. Non, on en a conclu conclu qu'en fait, l'humour, ça passe pas les frontières, et donc on s'arrête là et on passe à autre chose. Mais après, il y a même avec Midjourney, il y a des images, elles sont déjà banalisées sur les réseaux sociaux, et notamment Insta. Donc ça marche pas.
Enfin, il y a des. Alors, je ne fais pas de généralité. Hein. Évidemment qu'avec des gens peut-être plus assidus, j'en sais rien, ça peut fonctionner. Mais là, de tout le démarrage, on a bien vu qu'il y avait des limites. Alors, c'est peut-être les humains qui ont mis les limites aussi. Mais il y a des trucs qui ne fonctionnent pas. On a beau demander, ça ne marche pas. Mais c'est pour ça que GPT-3, je ne sais plus qui en parlait tout à l'heure, c'était votre illustrateur. Il dit qu'il est plus il n'était pas limité. Bien sûr, mais parce qu'en fait, GPT-3, les ingénieurs n'étaient pas passés derrière parce que c'était confidentiel. Moi, j'ai testé GPT-2, GPT-3. Et GPT-3, c'était de la poésie surréaliste. Ouais. On lisait, c'était Soupeau, c'était Lautréamont. Enfin, il y avait des choses magnifiques parce que c'était surprenant et il n'y avait pas encore tous les ingénieurs qui se sont dit, bon, on va sortir un outil, des enfants de 10 ans peuvent avoir accès, des mecs peuvent faire de la dynamique, parce que c'est extrêmement puissant. Quand vous testez un GPT-4 sans la morale, je peux vous dire que c'est extrêmement puissant. Vous pouvez faire une bombe dans votre cuisine, hein, avec des petits outils et tout ça. Donc ça peut être très dangereux aussi. Je comprends la morale et la censure. En fiction, ça nous emmerde. Pour le réel et les journalistes, fake news, évidemment, Trump va profiter de ça avec Grok et puis Elon Musk pour détruire le réel. Mais nous qui sommes dans la fiction, on a besoin de mettre des serial killers comme personnages, de traiter comme Shakespeare des parricides ou Sophocle des problèmes de parricide. Et ça, l'IA, elle ne veut pas. Donc il faut l'IA transformée par les humains. Mais si on laissait l'IA toute seule, créative, je peux vous dire que là, au niveau créativité, elle serait pas mal. Pas mal. Oui, j'attends de voir sur la longueur, parce que prompt, ça fonctionne, ça fait 2 minutes 30 ou 3 minutes. Là, on travaille sur un court-métrage, on s'arrête 20 minutes. Mais sur la longueur, en fait, l'épuisement du regard, je ne sais pas. C'est encore une question pour moi. Et on joue... Là, ce qui fonctionne, c'est qu'on désynchronise le son et l'image. Et dans le côté un peu dystopique. Donc, si prompt raconte un truc un peu banal, l'image l'est pas. Mais Full IA, ça marche pas. Non, mais Full IA, ça marchera pas. Puis c'est les dessins animés. C'est pas la fiction. Nous, on est avec des acteurs, de la chair, du réel. Nous, dans le cinéma qu'on fait de fiction, il y a toujours des acteurs. Mais Full IA, c'est un fantasme un peu... ça fait 100 ans, il y a Mickey, il y a Batman, et puis voilà, quoi. Il y a rien de nouveau, en fait, sous le soleil. On aura toujours besoin d'acteurs qui souffrent, qui ont une vision, qui ont de la sueur. Et ça, l'œil humain le repère. Et on regarde, on s'identifie à ça. Comme on achète la littérature, on achète des fois des auteurs plus que leur histoire. Quand on achète Christine Angot, on n'achète pas seulement un bouquin de littérature. On achète quelqu'un qui a vécu une expérience, qui a traversé quelque chose, qui a vécu l'enfer et qui revient nous témoigner de quelque chose. Et on achète une personne et pas un roman ou une histoire, sinon c'est Harlequin. Ouais, merci beaucoup. On avait encore quelques petits sujets, mais on est déjà dans le temps imparti. Je ne sais pas s'il y a quand même une petite question ou pas de la part du public. Il y a Chloé au fond. Il n'est plus là, le monsieur. Ah oui, tu les as tous là. Merci, c'était tellement intéressant de vous écouter, sentir ces lignes de tension aussi qui sont vivantes puis qui nous rapprochent bien du thème de la création avec l'IA. Sonia disait qu'une des raisons pour lesquelles elle a mené ce projet, c'était pour voir que ça ne fonctionne pas, montrer au public que ça ne fonctionne pas. Mais est-ce qu'il y aurait des raisons pour lesquelles vous poursuivriez l'aventure en vous disant, mais parce qu'il y a des choses qui fonctionnent, d'autres façons de raconter le réel, d'autres façons de créer des liens avec le public, avec l'IA? Je ne sais pas, c'est une bonne question. Moi, je suis quelqu'un de très curieux et j'adore faire des choses nouvelles. Enfin, donc, on ne va pas s'arrêter d'expérimenter, et de chercher des manières de rendre notre travail plus rapide. Bon, il y a déjà des outils d'IA qu'on utilise tous les jours qui ont révolutionné notre travail, comme le speech-to-text ou le text-to-speech. Enfin, voilà. Mais pas forcément tout de suite dans la création de documentaires. Sur le rapport au réel, ça va être une question particulièrement cruciale. On va voir ce que ça donne. À partir de là, il y a forcément des rebonds qui vont opérer. Il va y avoir un ping-pong, on va avoir des nouvelles idées. Pour nous, c'est plutôt le début de quelque chose. Et c'est encore une fois cool d'avoir eu l'allume-feu de tout ça. Et puis on va cloner des voix, par exemple. Ma voix, comme ça je serai malade, pof, on mettra ma voix à la place. Il y a tout un volet RH qui arrive. Non, mais de mon point de vue, pour rebondir sur votre question, il me semble qu'il y a un champ de travail sur des formes hybrides. IA documentaire, IA prise de vue réelle, qui pourrait être super intéressant à creuser. Complètement. Justement, ça, c'est un truc qu'on aborde nous, qu'on vraiment là-dessus qu'on fait. Et d'ailleurs, avec la Victorine, on travaille là-dessus vraiment. Et sur des nouvelles formes hybrides. Je crois que l'hybridation, le métissage, c'est vers ça qu'il faut tendre. Ouais,
Mais c'est la question du pacte avec le spectateur ou l'auditeur qui va se reposer dans ces formes d'hybridation. C'est-à-dire comment est-ce qu'on signale, comment est-ce qu'on certifie que ça c'est vrai et ça c'est IA. En fait, c'est la grosse. Ah non, pas du tout. On s'en fout pas, c'est la base de notre travail. Non, mais nous, dans notre expérience, c'est ni le public s'en fout, et il a raison, ni les diffuseurs que nous sommes s'en foutent. On a une responsabilité massive. Sur le rapport au réel. Ah oui, le rapport au réel, pardon, d'accord. On parle en fiction. Ah, mais y compris en fiction. Non, mais en fiction, les VFX et les trucs, c'est quelque chose qui est... Non, mais c'est pas pareil d'intégrer une séquence qui est fabriquée de toutes pièces de façon hyper réaliste et d'être dans de la reconstitution, par exemple. C'est super important de le signaler. Donc non, là, il faut vraiment pas plaisanter avec ça. C'est vraiment important. On est d'accord. Merci beaucoup, en tout cas, encore d'être venu avec nous. Merci.